Eh bien, je suis donc ravie de vous accueillir pour ce webinaire sur le thème du handicap, du judo et des disciplines associées. Donc, ce soir, on a la chance d'avoir des témoins de renom parmi nous. Avant de vous les présenter, je vais vous rappeler les règles de fonctionnement du webinaire pour que ça se passe le mieux possible pour tous. Je vous demanderai de bien vouloir couper vos micros. Voilà. Ensuite, vous aurez la possibilité, puisque le but c'est que ça soit interactif, de converser. Donc, vous avez un petit module conversation. Donc, n'hésitez pas soit à poser vos questions ou à poster vos réactions. Et puis aussi, vous avez, avec le moyen de la petite icône réaction, la possibilité de lever la main pour pouvoir prendre la parole sur les temps de questions-réponses. Voilà concernant les règles de fonctionnement. Je vais laisser l'ouverture à Dominique Bernat, donc présidente de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de judo, pour ouvrir ce deuxième webinaire 2021. Merci Céline. Bonjour à toutes et à tous. Heureuse de vous retrouver. Bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Heureuse de vous retrouver. Heureuse, oui, en webinaire, en espérant que bientôt on pourra se revoir en présentiel. Je pense que c'est quelque chose, un vœu qu'on a tous, voilà, de pouvoir se retrouver au bord des tatamis et se retrouver voilà, dans des différentes discussions. Donc aujourd'hui, le handicap. Donc on a souhaité, on a choisi ce thème parce qu'il y a une volonté donc au niveau de la Ligue et au niveau des comités de donner de l'info sur le handicap, au niveau des enseignants, au niveau des personnes qui sont donc en formation professionnelle, et de se dire voilà quelle place on souhaite donner au handicap dans le judo. Un des objectifs de ce webinaire, ça va être aussi on va parler détection. Hein, donc merci Aloïse. Donc je laisserai après Céline présenter les différents intervenants et te dire la détection à partir de quand, donc au niveau des benjamins, des minimes, et se dire aussi que cette casquette handicap, donc pour les enseignants, ça peut permettre aussi d'ouvrir des actions dans des différentes structures autres que les clubs, par exemple les IME, donc les ITEP, je ne sais pas comment on dit, les ITEP, ouais. Donc IME, donc plus orienté jeunes et structures plus orientées adultes. Donc voilà, et un des enjeux globaux, voilà, l'enjeu, c'est aussi de comment on va inclure, hein, il y a cette notion d'inclusion de cette population dans notre activité. Et donc, tous ces sujets vont être voilà, déclinés sur cette heure qu'on va passer ensemble sur le sujet du handicap. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Merci. Et puis, bon webinaire à tous. Merci Dominique. Donc effectivement, concernant les témoins que nous avons donc le plaisir d'accueillir parmi nous ce soir, il y a tout d'abord Patrick Lacombe, donc, qui est directeur technique national adjoint au sein de la Fédération française de judo et disciplines associées, donc qui est notamment une de ses casquettes, c'est qu'il est responsable du para-judo. Je laisserai après, il vous présentera un petit peu plus ses fonctions. Ensuite, donc il y a Christophe Cadet, qui est conseiller technique fédéral au sein du comité de la Drôme-Ardèche et qui est référent régional handicap, donc qui est aussi avec nous ce soir. Et puis, nous avons François-Xavier Girard, donc, qui est référent judo handicap au sein du comité de l'Ain. Et ensuite, il y a d'ailleurs Patrick qui s'efface. Nous avons la chance d'avoir des athlètes parmi nous. Et nous avons Loïs donc, qui est arrivé tout à l'heure. Et puis, attends, donc ce que je vous propose, c'est que Patrick, tu donneras leur palmarès ou même eux, pour pas que j'en oublie et qu'ils soient à leur juste valeur mise en avant. Du coup, eh bien, c'est Patrick qui va commencer le premier témoignage donc, sur ce thématique de handicap et du judo.
Bonjour à tous. Donc, dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est d'expliciter finalement le rôle de la fédération en matière de handicap. Comme l'a bien dit Dominique, on a une fonction éducative et à ce titre, l'inclusion est résolument la première démarche est presque évidente. On accueille dans les clubs l'ensemble des personnes qui se présentent et le judo a ça de particulier que d'avoir un panel de possibles qui nous permet d'accueillir tous les publics. Donc ça, c'est une première chose. Pour autant, je vais vous présenter donc l'organisation fédérale plus dans sa dimension sportive dans un premier temps et organisationnelle. Et je passerai ensuite la parole à François-Xavier de façon à expliciter la position de la fédération la FFSA, le sport adapté. Pour autant, nous sommes actuellement en stage à Bordeaux, donc on a profité de l'occasion pour que, en témoins privilégiés, Loïs et Nathan, qui sont des produits de la Ligue Aura, puissent répondre utilement et en direct aux questions que vous pourriez poser. Ce que je vous propose pour une question d'efficacité, c'est Céline va dérouler un diaporama que je vais commenter. Vous gardez les questions et vous les poserez ensuite et on répondra à toutes les questions sans aucun souci. Mais j'ai une difficulté, c'est que parfois je dépasse un petit peu le temps qui m'est imparti. Donc il y a un challenge qui est lancé avec Céline de tenir dans les 10 minutes. Donc c'est parti, on démarre par la partie présentation. Alors, le qui fait quoi? Dans un premier temps, il faut savoir qu'il y a des fédérations spécifiques que sont la Fédération française de handisport et la Fédération française du sport adapté et des fédérations homologues. Et donc, la Fédération française de judo fait partie des fédérations dites homologues, de la même façon que l'Aviron ou d'autres, qui donc, ont délégation du ministère pour organiser les activités sportives autour du handicap. La logique de handisport, c'est finalement le sport pratiqué par les personnes en situation de handicap physique ou sensoriel. Et le sport adapté correspond à ce qui correspond au handicap mental ou psychique. Vas-y, Céline. Alors, la commission du haut niveau et de performance paralympique et parajudo est une des commissions mises en place par la fédération. Elle est pilotée conjointement par Frédéric Jossinet et Alexandra Soriano. Et par ailleurs, nous avons la Commission nationale des personnes en situation de handicap qui œuvre plus particulièrement sur les logiques de développement et formation. Il faut savoir que le ministère a donné la délégation à la FFJDA pour les activités parajudo depuis le 1er janvier 2017, ce qui signifie que l'ensemble des titres qui étaient attribués auparavant l'étaient sous l'égide de la Fédération handisport. Dans les différents types de handicap, pour ce qui concerne les épreuves paralympiques, donc les Jeux paralympiques, ce sont uniquement les déficients visuels, avec trois classes de déficience visuelle, B1, B2, B3, selon le niveau de handicap. Au moment des Jeux, et ainsi que lors des Grands Prix, lors des championnats du monde, des World Cup ou des Open, les B1, B2 et B3 combattent ensemble. Et c'est simplement lors des phases qualificatives un nombre de points différents qu'il aurait attribué lorsqu'un B1 parvient à battre un B3, il marque plus de points puisqu'il a un handicap plus élevé. Le jour des Jeux paralympiques, tout le monde est dans le même tableau et concourt pour la même médaille. Merci Céline. Alors, sur les règles, et donc ça vous aurez ces documents, hein, les règles pour ce qui concerne la classification B1, B2, B3, il est nécessaire d'avoir une acuité visuelle inférieure à 1/10 au meilleur œil avec correction, c'est important, avec correction, et ou un champ visuel inférieur à 20 degrés. Pour les championnats de France parajudo, alors ça c'est une nouveauté qui est fondamentale. Pour le championnat de France parajudo, nous allons introduire la notion de B4. Hein, donc, comme je vous l'ai dit, B1, B2, B3, c'est ce qui correspond à l'international. Et la notion de B4 va être proposée comme acceptée pour participer au championnat de France de parajudo. Vas-y, Céline. J'explique Alors, la raison est la suivante. C'est parce qu'au titre de la classification de l'OMS, finalement, ce n'est pas 1/10, mais bien 3/10 qui sont acceptés pour considérer que quelqu'un est malvoyant. Donc, à ce titre-là,
nous avons considéré que même si sur l'international, il y avait une exigence plus forte, il était possible de prendre en considération la définition de l'OMS et d'accepter à partir de 3 dixièmes. Ça a deux avantages. Diapo suivante, s'il te plaît. Deux avantages pour ce qui nous concerne, c'est que d'une part, on respecte la définition de la malvoyance au titre de l'OMS, et d'autre part, ça nous permet d'envisager de détecter des sportifs, particulièrement dans l'hypothèse où certains d'entre eux sont concernés par des pathologies évolutives. Donc, ça nous permet de les identifier plus tôt. Par ailleurs, ça a aussi l'avantage de monter le niveau et le nombre de personnes concernées. Et donc, dans la mesure où ça correspond à la classification de l'OMS, quelles que soient les règles de l'international, nous avons décidé d'aller dans une démarche ouverte à ce titre-là. Diapo suivante. Donc là, je vous ai parlé de la partie donc dans les déficits sensoriels, on a parlé de la déficience visuelle qui est concernée pour les Jeux paralympiques, les championnats du monde, les championnats d'Europe. Pour l'autre déficience sensitive, nous avons donc les déficients auditifs. Alors là, sont concernés les sportifs pour lesquels l'audiogramme correspond à une perte d'au moins 55 décibels de moyenne sur chaque oreille. Vas-y, continue. Donc, on a à ce titre-là des championnats du monde, des Deaflympics. Les Deaflympics sont organisés également tous les 4 ans et des championnats d'Europe. Il faut savoir que cette année, à Versailles, le 28, 29 et 30 octobre 2021, seront organisés les championnats du monde, donc, avec des épreuves individuelles, championnats par équipe aussi, et des épreuves de kata. Les prochains Deaflympics auront lieu au Brésil du 1er au 15 mai 2022. Donc, ça fait partie du programme de nos sportifs aujourd'hui. Vas-y. Autre élément, en 2022 auront lieu donc pour les jeunes les gymnasiades. Les gymnasiades, ça correspond dans l'expression des profs d'EPS au championnat du monde scolaire. Et pour la première fois, il y aura donc des activités parasport, donc à la fois en athlétisme, en natation, mais également en judo, avec des épreuves individuelles, donc pour les sportifs licenciés UNSS obligatoirement, mais en 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. Et les tableaux correspondront à la fois à des déficients visuels, à des déficients auditifs, avec les normes que je vous ai communiquées auparavant. Avec en catégorie de poids, pour les masculins, moins de 60, moins de 73 et plus de 73, et pour les féminines, moins de 57 et plus de 57. Donc un événement majeur. Après le championnat du monde à Versailles pour les sourds, nous aurons donc les gymnasiades pour les jeunes en Normandie. Tout ça vient dans le cadre de la préparation de 2024. Effectivement, la France est terre d'organisation de différentes compétitions. La diapo suivante, s'il te plaît. Pour le championnat de France para-judo, donc comme je vous l'ai dit, il y a donc B1, B2, B3 actuellement et jusqu'à présent. Nous allons introduire la catégorie B4. Précision, donc les 7 catégories traditionnelles des masculins se retrouvent, de moins de 60 à plus de 100. Pour les féminines, il y a une catégorie qui manque puisque ça enchaîne avec les plus de 70. Il n'y a pas de catégorie moins de 78. Les B1, B2, B3 et B4, ainsi que les déficients auditifs, combattent ensemble chacun dans les catégories de poids, mais tous ensemble. Il faut savoir que les non-voyants sont signalés avec un point rouge à coller sur leur judogi et un point bleu à coller sur le judogi pour les sourds. Début et reprise de combat avec des gardes installés. Et après, il y a des règles d'arbitrage qui consistent, par exemple, à ce que lorsque un hippon est signalé au sol, je prends le cas d'un Kansetsu au hasard, l'arbitre vient toucher le combattant de façon à signifier pour les sourds qu'il y a bien eu nécessité d'arrêter le combat. On continue. Pour ce qui concerne la délégation de la FFJDA depuis donc janvier 2017, ça concerne donc ces activités, mais également ceux qui sont concernés par des déficiences motrices. Donc, ça peut être des logiques d'hémiplégie, ça peut être des paraplégiques, ça peut être des tétraplégiques ou les différents types de handicaps amputés ou autres. À savoir que dans ce contexte, il n'y a pas d'organisation de compétition en tant que telle, et c'est strictement des animations qui sont mises en place avec les possibilités, et puis finalement là l'expression des
différentes volontés pédagogiques pour organiser donc à la fois du travail debout, du travail au sol, des pratiques de kata, des pratiques de jujitsu. En fait, l'ensemble des dispositions possibles dans l'imagination de chaque enseignant ou porteur de projet, mais pas dans une logique de compétition en tant que telle, dans une logique de pratique et de vivre ensemble, de faire ensemble. Vas-y, on continue. Donc, je vous ai évoqué la Commission nationale de judo et personnes en situation de handicap. Donc, pour information, donc, la responsable est Alexandra Soriano. Donc, je vous ai mis l'adresse, c'est-à-dire le prénom.lenom @ffjudo.com si l'un ou l'autre d'entre vous voulait la contacter. Et donc, la mission de la Commission nationale judo et personnes en situation de handicap consiste à organiser l'ensemble des dispositifs, que ce soit principalement orientés sur formation et développement, ainsi que de conduire les démarches partenariales avec les différents interlocuteurs. Vas-y, Céline. Alors, les différents enjeux que vous aurez le loisir de lire, donc, comme je vous l'ai dit, la composante sportive, le fait de la représentation française à l'étranger avec l'organisation de compétitions sur notre territoire, l'idée d'organiser au mieux et de développer toutes les logiques, principalement de formation, de façon à ce qu'on permette, comme l'a dit Dominique tout à l'heure, que l'ensemble de nos enseignants puissent finalement élargir leur panel d'intervention et œuvrer au sein des clubs de judo, mais également dans les différents organismes qui peuvent exister. Et donc, toute la dynamique autour du développement et de la formation en destination des personnes en situation de handicap. Diapo suivante. Diapo suivante. Je l'ai déjà dit. Alors, dans les axes prioritaires, première chose, donc, auparavant, nous avions contacté les CTF de façon à assurer la détection des sportifs. Il se trouve qu'on a eu certaines informations, mais a priori, il est possible qu'un certain nombre de sportifs ou de pratiquants de judoka restent dans une pratique au sein de leur club et n'aillent pas nécessairement sur les espaces de compétition. Donc, à ce titre, nous avons sollicité le secrétariat général pour voir dans quelle mesure, en respectant les textes de la réglementation, il serait possible de pouvoir indiquer la situation de handicap de façon à ce qu'on puisse mieux repérer et finalement offrir de la pratique, de l'animation, des services aux personnes concernées. On continue. Deuxième axe, il y a des jeunes qui sont effectivement dans des instituts de jeunes aveugles ou de sourds. Et donc là, on a démarré des démarches avec donc l'Institut des jeunes aveugles de Toulouse ainsi que sur Paris. Et on a la volonté d'identifier dans chacune des régions finalement les centres avec lesquels on pourrait établir des collaborations pour favoriser la pratique du judo et du coup asseoir une mise en réseau qui nous permettrait d'assurer une meilleure détection. Diapo suivante. Championnat de France para-judo, donc comme je vous l'ai dit, création de la catégorie B4 de façon à élargir notre panel de repérage. Diapo suivante. Alors, pour ce qui concerne la logique de haut niveau, donc à nouveau, vous aurez la possibilité de lire le texte puisque ces diapos vont vous parvenir. Mais l'idée, c'est favoriser la pratique au sein des différentes structures proposées par la Fédération française. Donc, il faut savoir que Nathan a bénéficié finalement de l'appui de la structure du pôle France de Marseille, que Loïs va régulièrement sur le pôle Esport de Lyon et de la même façon, Sandrine Martinet, qui habite à Mâcon, va régulièrement sur le pôle de Lyon. On essaye de faire en sorte, et il y a des sportifs partout en France qui sont intégrés aux structures Pôle Espoir, mais on est aussi dans cette idée d'identifier au sein des structures celles qui seraient les plus adaptées pour accueillir, en fonction des différents handicaps visuels ou sourds, finalement une unité de lieu et toute une organisation qui permettent d'assurer la formation concomitante à la pratique sportive. On continue. Savoir en complément de ce que je viens de dire, nous avons actuellement 2 sportifs sur l'INSEP, Elios Lachou-Manaya qui est malvoyant et donc Amadou Meïté qui est sourd et champion d'Europe des sourds. On a une classe sportive spécialisée sur Tours
Et des idées, un des axes qui a développé, c'est d'identifier des classes sportives, finalement, à minima une par région, de façon à pouvoir bénéficier, pas trop loin des domiciles familiaux, de structures qui permettent d'être complètement, qui répondent complètement aux attentes des jeunes concernés. Diapo suivante. Alors, évidemment, les enseignants clubs sont essentiels à la fois pour permettre l'inclusion et du coup toutes les logiques de formation qui consistent à permettre aux enseignants d'avoir les bonnes réponses. Ça fait partie des axes sur lesquels il faut absolument que nous puissions progresser. Et par ailleurs, de façon générale, la formation des arbitres, de l'ensemble des collègues qui sont dans les structures du PPF va dans le sens de faciliter l'inclusion à tout niveau. Diapo suivante. Alors, fondamental pour ne pas s'y perdre, c'est bien la Fédération française du sport adapté qui est la délégation ministérielle pour les personnes en situation de handicap mental et psychique. Et il y a donc une rubrique internationale avec championnat d'Europe, bientôt un championnat du monde, mais ça ne relève pas des attributions de la FFJD en tant que telle. Nous travaillons, et une convention, donc il y avait une convention précédente et on est en train de la réactualiser, nous travaillons avec les dirigeants de la FFSA, mais à nouveau, autant il s'agit pour nous d'œuvrer pour que nos profs puissent travailler, accueillir les sportifs. Par contre, l'organisation des compétitions ne relève pas de la FFJDA, mais bien de la Fédération française du sport adapté. Diapo suivante. Dans ce contexte, le championnat de France FFSA a été programmé au mois de mars dans la région Centre-Val de Loire. Le club organisateur s'est désisté et la FFSA nous a signalé qu'ils étaient en recherche d'un nouveau site. L'idée est donc, il s'agit de trouver un comité départemental FFSA qui soit porteur du projet et qui, c'est l'idéal, ait de très bonnes relations avec le comité FFJDA correspondant, de façon à ce qu'on puisse finalement travailler avec eux, les aider, les accompagner. Mais à nouveau, c'est de la responsabilité de la FFSA. Nous, on est dans un mode collaboratif dans ce contexte. Et point complémentaire, et ensuite je vais passer la parole à François-Xavier. Les premiers championnats du monde, donc le nom de la Fédé internationale FFSA est le Virtus. Le premier championnat du monde sera organisé fin octobre 2021 à la Maison du Judo à Toulouse. Et donc voilà, c'est la première fois que ça aura lieu et ça aura lieu en France. Je passe la parole à François-Xavier et ensuite on sera l'un et l'autre tous les trois prêts à répondre à toutes vos questions. J'ai raté mon challenge, je dois une bière à Céline Andrieux. Même peut-être 2 parce que ça fait presque 20 minutes. Merci non, Patrick. 16 minutes, Nathan. Alors pour le coup, non. Alors là je reprends les 30 secondes pour dire la mauvaise foi de Céline Andrieux est contestée par Nathan Petit qui, lui, a tenu le chrono il y a 16 minutes. On réglera ça tous les deux. Merci beaucoup. Du coup, François-Xavier, je te laisse. Du coup, il y a 2 diapos, il me semble, hein, c'est ça? Alors du coup, moi, j'ai pas fait de diapo parce que sinon, je savais que j'allais… Non, pardon, j'arrête mon partage. Voilà, c'est tout bon. Parce que je savais que sinon, je déborderais largement le temps imparti. Donc, l'avantage, c'est que Patrick a déjà un peu fait l'ébauche de la trame sport adapté, mais moi, dans ma présentation, il manque 2-3 petites lignes, c'est-à-dire que je suis aussi membre de la commission nationale para-judo adapté auprès de la Fédération de sport adapté et aussi de la commission régionale de para-judo adapté. Et j'ai vu passer dans les personnes présentes, les enseignants, d'autres enseignants avec Pascal Michel et puis Mario Esposito qui sont aussi membres de cette commission. Et je suis aussi référent du coup de la commission, enfin de la formation pour la Ligue gouvernementale du sport adapté. Et c'est l'une des thématiques qu'on abordera du coup qui a été en lien dans les enjeux pour la vision de l'accueil de ces personnes en situation de handicap. Patrick l'a bien décrit, mais du coup, dans un cadre ministériel, la Fédération française du sport adapté a bien la délégation pour l'organisation, les formations, l'accompagnement, la mise en œuvre des pratiques de para-judo adapté. À ce titre, du coup, il existe une réglementation spécifique qui est en lien du coup avec les problématiques liées aux déficiences rencontrées par ces sportifs. Une réglementation spécifique en lien avec la compétition, la pratique compétitive. Au travers de cette compétition, du coup, il y a 3 classes qui existent de sportifs.
Chaque classe, du coup, est déterminée en fonction de critères qui sont liés à des compétences intrinsèques des sportifs, des compétences de la vie quotidienne, puisque du coup, on est sur un volet de handicap qui est difficilement évaluable et identifiable, avec des compétences, et donc on parle beaucoup de handicap invisible dans ce champ-là, et donc avec des problématiques liées du coup à un handicap mental, donc qui sont liés à des troubles de déficience intellectuelle ou des troubles cognitifs, et puis un volet plus handicap psychique qui sont du coup liés à des maladies psychiques ou des troubles du comportement. Sur cet aspect compétition, donc il y a tout un parcours qui s'organise effectivement, la représentation internationale donc, qui est faite par le sport adapté, avec une structuration d'une équipe de France para-judo adapté en cours. Je confirme que les prochains championnats du monde devraient avoir lieu, donc qui seront les premiers championnats du monde officiels reconnus par la Fédération internationale à Toulouse, sur les vacances de la Toussaint, si tout va bien. Ça se place aussi par rapport à tout ça dans un parcours de formation, un parcours de compétition qui est très proche de ce qu'on pouvait connaître sur un parcours traditionnel des fédérations homologues, comme l'a présenté Patrick, avec des événements qui peuvent avoir lieu du coup sur l'échelle départementale, l'échelle régionale, par des championnats avec des qualifications qui sont assez classiques comme on peut les connaître, et puis une qualification en championnat de France. À titre d'information, un championnat de France sport adapté, ça regroupe à peu près 600 à 650 sportifs judokas qui concourent sur un week-end. Donc on est toujours à la recherche d'un organisateur aujourd'hui. C'est assez compliqué puisque du coup il faut gérer une bulle sanitaire actuellement pour pouvoir organiser ces événements-là, et donc les structures sont assez importantes à avoir. C'est qu'un volet du coup de la pratique aussi en sport adapté, puisque il est estimé du coup sur ce volet des sportifs en situation de handicap mental ou psychique, on estime à 1/3 les personnes qui pratiquent réellement en compétition. Toutes les autres sont des pratiques qui sont dites de loisirs ou du quotidien ou éducatives. Ça en vient à aborder une thématique que Patrick a un peu effleurée aussi, mais du coup qui est liée à l'inclusion, et qui est du coup quelque chose qui est assez prégnant pour nous au niveau du sport adapté, puisque cette thématique d'inclusion, elle part avant tout d'un concept assez général qui relève d'une loi de 2005 qui est parue sur l'autonomie, et du coup qui reconnaissait à toute personne en situation de handicap les mêmes droits et les mêmes accès à la société que toute autre personne, et place du coup ce nouveau concept d'inclusion comme un concept inscrit dans la loi. Et ce qui est important du coup de retenir de manière générale là-dessus, c'est que une société plus inclusive, et donc nos pratiques de judo plus inclusives, partent forcément pas d'une adaptation à tout prix de la personne en situation de handicap, mais bien une adaptation du milieu dans lequel il est. Et en fait, ça relève du fait que la situation de handicap ou ce qu'on identifie comme situation de handicap dépend avant tout du milieu dans lequel on est. Et partant de ce constat-là, c'est ce qui fait que au sport adapté, la réglementation elle est adaptée, elle n'est pas identique à celle du judo comme on peut le connaître à la FFJDA, et que les formes de pratique et l'accueil pédagogique qu'on peut y faire fait appel à ça aussi. Couplé au fait que les difficultés rencontrées par ce public sont assez difficiles à évaluer et sont souvent des hypothèses pour des personnes, et ce qui amène du coup une approche pédagogique assez spécifique aussi à ce public-là, et qui du coup va avec les enjeux évoqués tout à l'heure par la présidente de la Ligue, avec un accompagnement, une sensibilisation, une formation de nos enseignants judo, qui, on peut le rappeler, ont tous les prérogatives en tant que brevet d'État ou des diplômés d'État CQP, DES, mais pour lesquels, du coup, ils sont des fois assez en difficulté face à ce public qui, face à des difficultés de cognition, de compréhension, d'accès à la communication, sont parfois assez démunis, et à la fois dans les relations entre eux. Donc, tout ça, il y a un volet de formation qui existe du coup, dont le sport adapté, c'est cet organisme, et c'est au niveau national la structure qui organise et propose des actions de formation spécifiques, donc qui soit sont complémentaires à des brevets d'État et des diplômés enseignants professionnels, soit des formations qui peuvent venir auprès de bénévoles, comme pour l'encadrement et l'initiation, donc l'accompagnement à l'initiation de ces pratiques-là. Donc on est plutôt sur de la sensibilisation à la pratique judo qui amène vers une pratique qui va être plus de club.
On a parlé du coup de plein d'enjeux qui sont liés à des IME, des ITEP, etc. C'est des stratégies du coup d'intervention et de mise en œuvre qui sont assez particulières. On parle de témoignages, donc je vais parler aussi un peu de ce que nous on connaît sur le terrain dans ce secteur-là. Moi, je suis à la fois spé sport adapté, mais spé judo aussi et enseignant dans un club de judo. Donc c'est effectivement l'important de ces approches-là, c'est aller en IME ou en structure du coup médico-sociale, comme on les appelle. C'est vrai que ça va être important pour enclencher une démarche de connaissance de la pratique judo, de reconnaissance de cet accueil et de cet aspect éducatif de la discipline, qui est vraiment au cœur même de la pratique. Mais ce qui est la plus-value avant tout, c'est effectivement ce phénomène d'inclusion et ce dispositif inclusif qui fait qu'à un moment, on va pouvoir faire amener ces jeunes qui sont des fois dans des structures un peu fermées, même si l'ouverture se fait de plus en plus, de pouvoir les amener à pratiquer avec d'autres pratiquants et pratiquer finalement autour d'une passion qui sera la même, qui sera la pratique du judo et qui leur permettra de s'épanouir en tant que citoyen au travers de ça. Et c'est l'un des enjeux au cœur même de ce public-là, qui est un public qui est fortement aussi présent et reconnu en termes de pratique sportive, puisqu'on estime qu'au niveau national, par exemple, entre les deux fédérations spécifiques, on est à peu près à du simple au double en termes de nombre de sportifs licenciés entre handisport et sport adapté. Donc, il y a à peu près 2 fois plus de sportifs sport adapté. Donc, effectivement, en termes de potentiel accès à nos pratiques à nous, c'est une pratique qui pourrait être très accessible, mais à partir du moment où, effectivement, on va mettre en place un contexte et un milieu de pratique dans nos clubs qui vont être inclusifs et qui ne seront pas juste une pratique en mixité ou une pratique liée à de l'éducatif et de l'intégration. Et tout ça, du coup, effectivement, ça mène à avoir une expertise très particulière et très spécifique qui est à la portée de tous, mais qui, du coup, demande à un moment un temps de perfectionnement pour pouvoir être dans de bonnes conditions et que chacun s'y retrouve. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je ne dois pas avoir dépassé les 10 minutes. Je ne suis pas rentré trop dans le détail, mais ça permettra aussi de répondre à des questions s'il y en a plus spécifiquement en fonction de ce que vous rencontrez sur le terrain. Parfait. Merci beaucoup, François-Xavier. Ce que je vous propose avant de passer vraiment au temps de questions et d'échanges, c'est peut-être de prendre un temps quand même pour présenter le palmarès de Loïs Léger et puis de Nathan Petit qui nous font le plaisir d'être avec nous ce soir. Je sais que Nathan, ils ont peut-être un peu tous les deux d'ailleurs écourté leur entraînement pour pouvoir assister à ce webinaire et être parmi nous. Je ne sais pas, soit Patrick ou Christophe, voilà, ou qu'est-ce qui... Oh oui, ils vont le faire, leur palmarès. Ils vont le faire tout seuls comme des autres. Ouais. Alors... Bonsoir tout le monde. Alors, on a eu la chance de terminer l'entraînement, donc pas de problème là-dessus. Moi, ça fait 3 ans que je suis licencié à Toulon en PACA, parce que je fais mes études là-bas. Mais avant, j'ai été licencié 14 années au judo club Roiffieux-Boulieu, en Dromardèche. Et au niveau de mon palmarès, donc j'ai terminé 3e au championnat du monde au Portugal, c'était en 2018. Et aussi 3e aux Jeux mondiaux, c'était en 2019 aux États-Unis. Voilà, vas-y Loïs. Bonjour à tous. Pardon, je me permets de rajouter un petit détail. Dans la course vers les Jeux paralympiques, il se trouve que Nathan Petit occupe actuellement la première place sur la ranking mondiale, ce qui est pour le coup, pour la France, voilà, de bon auspice, quoi. Alors, ça fait 15 ans que je suis licencié en Dromardèche, à Bourg-les-Valence. Ça fait bientôt 4 ans que je suis dans l'équipe de France par judo. Mon palmarès, il n'y a pas vraiment grand-chose. J'ai fait premier en cadet au Para-Young Games en 2017. Après, 3e à un Grand Prix au Brésil. Et après, c'était souvent dans des compétitions européennes en Allemagne. Premier dans les jeunes, 3e en senior. Et c'est tout. C'est à peu près tout. Merci. À peu près tout. Je ne sais pas si c'est le terme approprié, mais c'est très bien. Merci à tous les deux. Je vous propose qu'on passe au temps d'échange, de questions.
Donc, soit vous pouvez le faire par rapport à la partie conversée, soit en levant la main. Donc, il y avait surtout il y avait deux questions, une concernant voilà, je retrouve le championnat du monde, c'est ça, des sourds, auquel donc Patrick et puis Mathieu ont chacun donné voilà, leur connaissance sur le sujet. Et puis, il y a une autre personne, je retrouve il y a des gens parmi nous qui pratiquent le kyudo, donc qui est une discipline rattachée à la Fédération française de judo. Et donc, du coup, peut-être si vous voulez poser voilà, la question ou exposer en tant que témoignage. Donc, il y a à la fois Moi, je Jean-Paul peux commencer. Bauquière, voilà. Ah, ou Mathieu. OK. Bonjour à tous. Donc, Mathieu Cracher, professeur du judo club Saint-Priest. Pour me présenter rapidement, moi, je suis enfant entendant de parents sourds. Donc, j'ai la chance de pouvoir maîtriser la langue des signes parce que c'est une langue maternelle. Depuis 2 ans, le judo club Saint-Priest accueille des enfants sourds. Donc, il y avait 12 enfants l'année dernière inscrits au club, 8 aujourd'hui, dans les catégories plutôt éveil judo, mini poussin et poussin. Donc, j'ai eu l'occasion aussi d'arbitrer étant arbitre national voilà, le critérium et ce qui était organisé à Serra avec Cyril Joannard, etc. Étant en bonne relation avec Damien Antoine, je crois que le contexte de Covid et aussi la proximité avec les Deaflympics font que l'organisation des championnats du monde sourd à Versailles serait reportée. Là, je ne peux rien affirmer parce que je n'ai pas de documents officiels par rapport à ça. Mais donc, nous, ça nous a fait beaucoup de peine de devoir reporter ce déplacement. Et voilà, ce n'est pas une question de savoir qui a tort ou qui a raison, c'est un petit peu délicat dans le contexte actuel de savoir où est-ce qu'on va. Et d'autre part, en fait, c'était, oui, par rapport à l'image que ça peut renvoyer aux athlètes. Je pense que nos 2 athlètes qui sont présents et que j'ai eu la chance de côtoyer au bord des tatamis à Serra et à Lyon sont extrêmement motivés dans une dynamique qui est bien entourée, comme on l'a expliqué. Mais pour les autres situations de handicap, notamment la surdité, je pense que le fait de ne pas pouvoir concourir au même titre que les autres aux Jeux paralympiques, qui est le Graal, peut être un facteur qui ne les permet pas d'accéder à une certaine forme d'engouement, de motivation et d'élitisme. Alors, je sais pertinemment qu'il y a des points de vue qui sont communautaires et culturels par rapport à tout ça. Et c'est bien un petit peu là où le bas blesse. C'est que je pense que tout le monde aurait intérêt à participer à ce type d'événement qui est mondial, planétaire et très diffusé pour pouvoir promouvoir celle-ci. Et ma question, c'est de savoir quelle est la position du CNOSF, quelle est la position du CIO. Est-ce qu'on restera dans des modalités identiques ou est-ce qu'on va élargir pour avoir voilà, les différentes situations de handicap qui pourront concourir aux Jeux paralympiques? Merci. Alors, du coup, je vais démarrer par cette première réponse. Effectivement, ce n'est pas dans l'actualité du CIO d'élargir. Aujourd'hui, pour ce qui concerne le judo, les réflexions concernent les B1, donc ceux qui sont en situation de cécité complète, avec l'idée pour les Jeux de Paris 2024 de créer des catégories, enfin une classe spécifique pour les B1. Donc ça fait partie des réflexions en cours au niveau du CIO. Et il n'y a pas cette idée d'ouvrir aux déficients auditifs. Ensuite, par rapport au championnat du monde, il se trouve que c'est effectivement très récent. Les DEF étaient programmés en décembre au Brésil et ont été décalés par le gouvernement brésilien sur le mois de mai 2022. Ce qui veut dire que là, avec Damien Antoine, qui est directeur de la Fédération internationale,
et l'organisation à Versailles, il a été décidé de candidater pour la France pour que les championnats du monde soient aux dates que je vous ai indiquées. Donc, pour le coup, c'est des informations très récentes. Il y a l'accord et de la Fédération française de judo et de la proposition de Damien Antoine en tant que directeur de l'ICSD, la Fédération internationale des sourds, et l'accord de la ville de Versailles. Donc, à ce jour, sauf pour le coup, après une très mauvaise évolution de la pandémie, mais sans quoi les championnats du monde auront bien lieu à Versailles en octobre. Voilà, ça c'est des informations sûres. Voilà, j'espère avoir répondu, Mathieu. Et merci, j'espère recevoir ma convocation bientôt alors. C'est une deuxième étape. Merci. Alors, pour la question concernant le Kyudo, question concernant le Kyudo, effectivement, j'avais connaissance de la pratique du Shambara. Et pour le Kyudo, là, du coup, je prends la question. J'ai absolument aucune réponse en la matière, si ce n'est que la volonté, de toute façon, est de faire en sorte de répondre aux différentes attentes. Mais je n'ai pas, je maîtrise absolument pas suffisamment le dossier, donc je vais me renseigner et je reviendrai vers vous. Je propose à Céline ou Christophe de relever finalement l'identité des gens qui s'interrogent sur le sujet et on reviendra vers vous au plus vite. Là, je suis en stage jusqu'à la fin de la semaine, mais d'une part les moyens modernes, mais sinon je serai à la Fédé la semaine prochaine, donc je vais me renseigner et vous répondre. Aujourd'hui, je ne peux pas. Merci. Je peux prendre la parole? Bien sûr. Oui, à propos, c'est moi qui avais posé la question sur le Kyudo, parce que moi, personnellement, je pratique le Kyudo avec une situation de handicap physique relativement lourd. Hein. J'ai une polio assez marquée depuis pas mal d'années maintenant, depuis une douzaine d'années. Et j'ai pu même passer 2 Dan. Mais moi, je me pose un peu une question d'ordre, je dirais, presque philosophique. À savoir que c'est vrai, quand on aborde le handicap dans le sport, on a la première réaction, c'est handisport, c'est Jeux paralympiques, c'est adapter, c'est mieux accueillir, c'est mieux comprendre, etc. Mais c'est ce que je mettais dans le petit texte, c'est aussi, je pense que les personnes qui pratiquent un sport avec un handicap ont beaucoup à apprendre aussi aux personnes qui pratiquent sans handicap. Et cet échange, et souvent on a tendance à être dans une logique très compassionnelle. Il faut aider ces pauvres gens qui sont diminués et leur permettre d'exister comme les autres. Mais pratiquer, alors moi je l'ai vu par exemple dans la pratique du Kyudo, ça permet de revisiter complètement la discipline. Et les échanges que j'ai pu avoir avec des maîtres japonais qui sont venus lors des passages de Dan, etc., m'ont montré aussi autre chose. C'est-à-dire que, en fait, la découverte que j'ai pu faire de certaines difficultés permet aussi aux gens qui pratiquent sans les difficultés que j'ai, de percevoir des choses tout à fait particulières et tout à fait essentielles dans cette pratique-là. Alors, je pense que quand on parle d'inclusion, on a tendance à dire inclusion, on vous accueille, on vous protège, les pauvres petits handicapés, on prend soin de vous, etc. On est les chevaliers blancs. Bon, c'est très bien, je veux dire, j'ai rien contre ça. Mais l'inclusion, c'est aussi un échange. C'est-à-dire, c'est aussi on dit souvent, pour pouvoir recevoir, il faut savoir donner. Moi, je dis que pour savoir donner, il faut aussi d'abord savoir recevoir. Et qu'est-ce qu'il y a à recevoir de l'expérience, du vécu, des épreuves que traversent les personnes qui pratiquent un sport avec une situation de handicap? Et comment ces enjeux, ces épreuves que ces gens traversent peuvent permettre aussi aux personnes qui n'ont pas de handicap d'améliorer leur pratique et de mieux comprendre certaines choses. Voilà, c'est une réflexion philosophique d'ordre général, mais qui me semble importante à poser. Je le pose en tant que situation de handicap, comme on dit. Voilà. Merci Jean-Paul pour ce témoignage. J'ai une réaction aussi de Stéphane qui fait partie du club de Monistrol Budo
qui souhaitent… voilà, Stéphane, je te laisse prendre la parole et puis voilà, pour poser ton questionnement. Oui, donc du coup, bonsoir, je suis le président de Monistrol. Quand j'ai pris la présidence du club, donc il y a 2 ans de ça, on avait déjà 2 petits qui étaient avec des situations de handicap et avec qui ça se passait très bien dans le club. On a voulu développer un petit peu développer, si on peut utiliser ce mot, intégrer davantage de personnes dans ces situations-là. On s'est rapproché de la mairie de Monistrol. On nous a dit, c'est très bien, on va vous envoyer des associations qui sont spécialisées là-dedans. Ils vont prendre contact avec vous. Chou blanc. On a eu donc la secrétaire du club qui s'est rapprochée d'une association sur Monistrol avec qui on a fait 2 réunions. Derrière, rien. Donc, moi, aujourd'hui, je me demande si on a vraiment les associations qui représentent ces personnes-là ont vraiment envie de vouloir développer le judo, enfin le sport pour ces personnes-là. Donc, aujourd'hui, nous, on a arrêté, on a abandonné. On ira peut-être plus sur le sport santé, les trucs comme ça, que le sport pour les gens en situation de handicap. C'est pour ça que je suis un petit peu déçu. J'aurais pensé, alors c'est bien qu'on parle des athlètes de haut niveau, du développement, tout ça. Moi, j'aurais pensé qu'on cible plus cette visio sur comment intégrer les gens dans nos clubs, qui est déjà la base pour moi. Les championnats du monde, les Jeux olympiques, c'est très bien, mais aujourd'hui, on est des clubs de département, quoi. Et avant qu'il y ait des gens qui arrivent là-haut, il faut déjà qu'ils commencent en bas. Donc, j'aurais pensé qu'on parle plus de ça. Voilà. Ouais. Est-ce que du coup, Patrick ou Christophe, peut-être Christophe? Par rapport à ce qui a été dit, l'objectif, c'était, surtout ce webinaire, c'était quand même déjà de faire un peu la part des choses entre justement les différents handicaps, essayer de comprendre un petit peu, parce que tout le monde n'est pas sur le fonctionnement du judo handi, on ne maîtrise pas tout. Donc déjà, bien faire la différence entre justement le handisport, ce qu'a expliqué Patrick avec la délégation des FFJDA, et puis aussi tout ce qui est handicap justement psychique et mental, qui est justement en délégation du sport adapté. Donc déjà, ça, c'était vraiment important de bien faire comprendre les différences. Et puis après, justement, l'intérêt, c'est d'écouter un petit peu tout le monde et de mettre un projet en place sur l'Olympiade qui est à venir, en essayant justement peut-être de proposer des choses sur, bien sûr, les non-compétiteurs dans l'avenir. Merci Christophe. Il y a donc Laurent Pernin qui souhaite intervenir. Il est vice-président au sein de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de judo. Oui, bonsoir à tous. Moi, je fais partie du comité de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de judo, comme l'a dit Céline, et je suis en charge également sur le sport santé, le handicap. Donc, pour revenir sur la question de ne pas tomber dans le piège de la compassion, c'est très clair. J'ai travaillé la question de l'inclusion. Il faut croiser les publics. Je crois on ne peut pas faire autrement si on ne croise pas les publics, c'est-à-dire toucher les judokas le plus tôt possible. Là, dernièrement, on a fait une réunion, une visio avec le sport adapté. En Auvergne-Rhône-Alpes, on a la chance d'avoir 3 pôles espoirs. Je pense qu'on a tout à gagner à amener des publics sur différents handicaps avec les pôles espoirs pour sensibiliser très tôt nos jeunes. Il y a des minimes et des cadets, essentiellement des cadets sur les pôles espoirs. Mais si on veut que le regard des futurs enseignants, on sait que les enseignants, ce n'est pas que sur le pôle, mais on en a beaucoup, on pourra faire changer leur regard à partir du moment où on va croiser ces publics, que ce soit du côté de l'handicap psychique ou mental, ou du côté de l'handicap physique. C'est d'aller le plus tôt possible. Et là, on va pouvoir développer et accompagner nos futurs enseignants dans les clubs de judo. Donc, c'est vrai qu'il faut travailler en amont
des jeunes avant qu'ils se positionnent sur un CQP ou sur un BP. Et c'est de cette manière-là qu'on aura vraiment une dimension non pas compassionnelle, mais d'inclusion. Et il y aura un partage très riche et une meilleure connaissance des différents handicaps. Donc, on en a déjà parlé là, sur la précédente réunion. Donc, c'est quelque chose qui sera développé, je pense, dans notre région et pour augmenter, je veux dire, nos connaissances respectives sur les pratiques de handicap. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à ça. Merci, Laurent. Alors, Mathieu, je crois que tu as relevé la main, c'est ça? J'active juste mon micro. Oui, tout à fait. Alors, 2 points. Sur la compassion, je pense que la compassion, vous pouvez poser la question à Cyril Jonard, la question de la compassion. Donc, lui, quand il pratique le judo, il n'y a aucune compassion, hein. La discipline, elle est la même. Il est là pour gagner. C'est sa seule volonté. Donc, voilà, on a une pratique qui est universelle, qui est le judo. Donc, il pratique autant. La compassion, je pense qu'elle vient plus du regard des personnes qui sont ignorants, en fait, et qui n'ont pas véritablement de lien ou de connaissance de autrui. Et je pense que c'est en apprenant et en partageant avec les autres et en découvrant autrui qu'on arrive justement à comprendre les besoins, les éléments. J'ai relu dans le texte voilà, la présidente du Judo Club Saint-Priest, la présidente Claude, qui indique que les enfants qui pratiquent en inclusion au sein du club à Saint-Priest, les sourds et les entendants mélangés, ont beaucoup à apprendre. Et en fait, ils n'ont absolument aucun regard de compassion parce qu'eux, ils ont le regard d'enfant, ils apprennent des signes, c'est instructif pour eux, c'est une curiosité, c'est amusant, c'est marrant. Mais pour cela, je crois que pour rebondir à l'autre intervention qui était tout à l'heure, c'est quels sont les moyens alloués par la fédération, par la ligue, pour encourager les professeurs et les personnes qui interviennent dans les clubs pour accueillir ces enfants en situation de handicap. Moi, je vais parler juste de ce que je connais. En fait, les enfants sourds, il y en a énormément partout, mais ils sont invisibles. Le handicap de la surdité, il est invisible parce qu'il ne se voit pas sur le visage de quelqu'un qui l'entend ou qui ne l'entend pas. Et comme le disait Victor Hugo, nul n'est plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Donc, la logique de la surdité, c'est une logique d'esprit et de point de vue. Pourquoi est-ce que les enfants sourds ne venaient pas au club de judo? Parce que tout simplement, en face d'eux, ils n'avaient pas d'enseignants qui maîtrisaient la langue des signes. Point à la ligne. À partir du moment où j'ai réussi à mettre en œuvre un réseau et le fait de me faire connaître, il y a énormément de familles et de personnes qui sont de la communauté sourde qui sont venues exprès de Saint-Priest et qui viennent de loin pour pouvoir bénéficier de ces cours parce que en fait, les consignes, elles sont données dans leur langue. Donc moi, ma question, c'est de savoir qu'est-ce qui est mis en œuvre par la Ligue, par la fédération, pour qu'au sein de chaque formation de CQP, de DE, de BPGEPS, etc., il y a une initiation sur différentes formes de handicap. Alors oui, il y a les stages nationaux auxquels j'ai participé moi il y a très longtemps, qui se spécialisent dedans, mais à partir du moment où vous arriverez à donner des initiations et à inciter le plus possible d'enseignants sur ce champ du handicap en mettant des moyens financiers sur la formation, etc. Et là, on arrivera à avoir d'autant plus de personnes qui rentreront dans les clubs, d'autant plus de personnes qui seront identifiées voilà, par les responsables des différentes commissions et d'avoir une sorte d'effet, je dirais, qui va happer tout le monde. Voilà un petit peu mon point de vue. Il faut avoir des personnes qui sont un petit peu formées et spécialisées. Merci Mathieu. Est-ce que quelqu'un du coup veut rebondir par rapport à ça pour savoir ce qui est fait au sein de la fédération ou de la ligue? Moi j'allais intervenir, mais il y a Bruno qui avait levé la main, je pense, avant moi. Bruno, et après je vois Céline, j'ai bien vu que tu levais la main, mais je te donnerai… Après, je pense que Patrick est plus à même de répondre sur la formation à ce niveau-là. Franchement, je pense que c'est plus Patrick, quelqu'un d'autre que moi là-dessus. Enfin, moi, je voulais juste partager une expérience par rapport à ce que disait Laurent Perrin tout à l'heure.
Il y a quelques années, on avait fait une initiation pendant 2 ans de suite sur le pôle de Grenoble où il y avait le collègue para qui venait avec des IME en fait. Et c'était hyper formateur pour les jeunes. Donc, on mélangeait toute l'après-midi les jeunes du pôle. C'était au début quand Guy était là. Et c'était très formateur. Mais après, c'est comme plusieurs disent, en fait. C'est qu'il y avait un lien avec une personne ressource. Et on avait créé ça comme ça parce qu'il y avait de la confiance. Et effectivement, soit à travers de la formation, soit à travers un lien qu'on avait. Et on a pu le monter, ce projet. Et c'était vraiment formateur pour les jeunes du pôle et pour les autres aussi d'ailleurs, de partager, puisqu'il y avait des collègues du judo, de la lutte et de la boxe. Et on faisait des activités physiques toute l'après-midi. C'était très formateur. Après, pour intégrer des jeunes sur les pôles, c'est très compliqué aussi parce qu'on est face à l'administration aussi. Le lycée Vaucanson, par exemple, dans les gros lycées, pour accueillir des… On s'était posé la question avec Olivier Bunel, qui était quand même chez nous, d'intégrer un jeune, mais c'était tout de suite hyper compliqué, hyper complexe. Et il fallait des moyens financiers et des moyens humains pour gérer cette personne, c'était plus compliqué. Voilà. Après, pour ce qui est de la formation, je pense que peut-être Patrick ou quelqu'un d'autre est plus à même de répondre. Je répondrai, mais je propose de passer la parole à Céline et j'enchaînerai après. Oui, bonsoir. Donc, du coup, moi, je suis professeur de judo sur un petit club, hein, c'est pas une grosse structure, qui est sur Saint-Galmier dans la Loire. À l'heure actuelle, enfin, aujourd'hui, c'est un peu compliqué, mais on accueille des enfants ou des ados en situation de handicap en sport adapté. Alors, ma question, elle va être claire, c'est est-ce que donc avec le vécu qu'on peut avoir actuellement en accueillant ces enfants, et comme tous les autres, hein, parce que nous on part du principe que le judo il est fait pour tout le monde, on s'est jamais posé la question de savoir est-ce qu'on peut pas, voilà, on a toujours accepté. Maintenant, notre projet ce serait peut-être d'aller présenter le judo à ces personnes justement qui sont dans les IME ou dans les ESAT. Et ma question c'était avec un CQP, est-ce que on a le droit de le faire ou on n'a pas le droit? Comment ça fonctionne, parce que bon, on peut quand même rester dans les clous, en sachant que bon, on n'a jamais eu de problème dans notre dojo de ce côté-là. Alors, il y a toujours cette guéguerre qui se fait entre les CQP, les BGEPS, les machins, mais je pense que quand on a envie d'aller vers un public, c'est pas tellement une question de degré de diplôme, c'est l'envie. J'ai pu faire notamment des stages avec Pascal Michel. J'ai aussi passé un diplôme avec la Fédération de sport adapté en tant qu'arbitre. J'ai pu aussi arbitrer les championnats de France de sport adapté et c'était vraiment très enrichissant pour moi. Pour revenir à la personne qui a témoigné tout à l'heure, et voilà, je l'ai fait, ça m'a enrichi moi, et c'est vrai que ça n'a pas enrichi peut-être les autres, en tout cas ils se sont éclatés en faisant cette compétition, et moi je me suis vraiment éclatée, j'ai trouvé ça vraiment super. Voilà, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je voudrais aller plus un peu plus vers ces personnes-là et faire plus un échange. Et par contre, si on m'interdit de le faire parce que j'ai juste un CQP, c'est là que ça se complique. Merci Céline. Bon, donc, du coup, sur la partie liée aux modalités de formation, je rejoins complètement le propos de Supernin. Effectivement, il est fondamental d'avoir les logiques d'individualisation qui sont propres finalement à l'intervention auprès de publics particuliers. Et du coup, c'est bien la mise en pratique qui est l'axe prioritaire. C'est-à-dire que lorsqu'on organise des stages, la difficulté, en tout cas sur les années précédentes, ça a été organisation de stages, et finalement, on est un petit peu dans de l'entre-soi d'enseignants qui sont déjà confrontés à une réalité professionnelle ou d'intervention avec des publics en situation de handicap. Mais par contre, on n'a pas réussi jusqu'à présent à capter de jeunes enseignants ou des enseignants qui n'étaient pas dans la situation que de devoir régler une situation où quelqu'un s'est présenté chez eux et ils n'auraient pas su l'aborder. C'est assez régulier qu'il y ait des appels à la fédération. On est devant telle situation, telle personne s'est présentée, il présente tel type de handicap, comment est-ce que je peux faire? Alors, quand on fait des formations généralistes, on ne répond pas complètement à l'attente. Donc, il s'agit de le faire de façon à ce que
tout le monde soit réellement informé de certains axes fondamentaux autour de ces situations. Mais pour le coup, le seul registre d'opérationnalité, c'est bien la pratique pédagogique en situation, donc avec un public et avec finalement cette démarche qui consiste à ce que on a les jeunes ou les moins jeunes en face de soi, et là, les enseignants font de l'échange des bonnes pratiques, échangent entre eux sur comment est-ce que je peux fonctionner, etc. Ça peut se faire au niveau local. Et a priori, ça fait partie des commandes que nous avons passées au niveau fédéral pour que le prochain stage qui soit sur ces modules-là soit directement en lien avec des pratiquants, de façon à ce qu'on soit vraiment dans l'acte pédagogique pur, parce que pour le reste, on n'était pas efficace. Donc ça c'est un des éléments. Ensuite, Céline a posé la question du CQP. Alors là, pour le coup, je suis un peu gêné pour répondre parce qu'en ce moment, il y a des problématiques plus générales sur le CQP, sur la reconduction des validités de CQP. Pour le coup, par contre, aujourd'hui, d'un point de vue réglementaire, il n'y a pas de souci particulier pour que les gens de la Fédé de judo puissent intervenir auprès d'un institut. Là, il n'y a aucun souci. Comme je vous l'ai mis dans le diapo, la partie liée finalement au secteur préservé pour la FFSA, c'est strictement l'organisation des compétitions. Pour ce qui est du fait d'œuvrer, de former, c'est vraiment notre mission que d'accueillir et de faire en sorte de former les gens. Et dernier point par rapport à l'intervention de Mathieu, il se trouve que, je ne sais pas si c'est volontaire de ta part ou pas, mais il se trouve que du coup, Cyril Jonard, c'est directement sportif que j'ai accompagné. Et le parallèle, le rebond que je peux avoir, c'est qu'effectivement, j'ai été 15 ans enseignant de club et j'ai très largement progressé par le fait de travailler avec Cyril. J'ai progressé parce que effectivement, on a coutume de dire à un moment, on a une communication plutôt visuelle, plutôt cognitive. Mais il se trouve que quand on a affaire à quelqu'un qui a un double handicap comme Cyril, de ne pas entendre et de ne pas voir, et bien du coup, on est amené en tant que prof à le corriger en le touchant, en bougeant son coude, en bougeant son pied, et donc à utiliser finalement les composantes plus kinesthésiques. Et ça m'a résolument servi dans le cadre de l'entraînement sur le pôle à l'époque, parce que voilà, tout ce que j'apprenais par le fait de vouloir communiquer efficacement pour transmettre les messages à Cyril, ça me permettait de rajouter, pour les sportifs valides, de rajouter des cordes à mon arc. Et donc, effectivement, ça, c'est un enrichissement. Ça marche vraiment dans les deux sens. Merci. Donc, il y avait une question qui avait été posée. Alors, le temps… Pardon, Céline. Oui, Céline, est-ce que, du coup, si vous avez des questions pour Nathan ou Loïs, c'est le moment, parce qu'après, je souhaiterais qu'ils puissent se restaurer. Et aux crêpes, ils ne vont plus manger chaud après. Est-ce que l'un ou l'autre a des questions directes pour les sportifs? Moi j'avais une question pour Nathan et Loïs. Quand on parle d'inclusion, de compassion, est-ce que vous, aujourd'hui, comment vous vous sentez dans votre pratique? Est-ce que toutes ces dimensions sont prises en compte, cette notion d'inclusion? Vous vous sentez bien? Qu'est-ce qui, voilà, de témoigner un petit peu pour réagir par rapport aux différents témoignages des uns et des autres? Nous, on a la chance de beaucoup se déplacer en France, de faire de nombreux stages dans les pôles France et dans les pôles espoirs. Et c'est vrai qu'on est très bien accueillis, nous, dans ces pôles France. Ils sont contents de nous recevoir. Et ils travaillent très bien. Et c'est vrai que l'inclusion, on la ressent. Et il y a une vraie bonne volonté de la part des pôles espoirs et des pôles France, de la population de partout en France. On a pu aller. Il n'y a pas un endroit où ça s'est mal passé. Donc, c'est un point assez positif, je trouve, au niveau des pôles espoirs et pôles France. Et aussi, ça permet de montrer qu'on est là, que justement, les athlètes paralympiques, ils savent faire judo,
ils font judo différemment, mais on a quand même des sensations différentes, mais qui font qui peuvent aussi leur amener des choses. Je sais pas si tu veux compléter, Loïc. Non, après, même quand on est dans les pôles aussi, les jeunes, ils prennent beaucoup d'initiatives quand il faut nous aider pour nous expliquer. Ils nous montrent bien. Bah, par exemple, pour moi, vu que j'ai plus la vue du tout, ils me prennent vraiment en main, ils font les gestes sur moi au début pour que je puisse comprendre. Et je les laisse commencer comme ça, au moins je suis sûr de comprendre. Et après, ils me reprennent si je fais mal le geste. Alors, il n'y a vraiment pas de réticence ni de la part des athlètes qui nous accueillent très bien et aussi de la part des professeurs sur les pôles qui nous conseillent aussi. Et puis, c'est vraiment, nous, un plaisir de se déplacer à chaque fois qu'on va réaliser des stages dans des pôles espoir au Pôle France. Ouais. Super, merci. Merci. Peut-être, du coup, on peut vous féliciter, vous souhaiter plein de bonnes choses pour les prochaines échéances quand elles reviendront. Et puis, bon appétit pour ce soir. Félicitations et merci pour votre présence, Loïs et Nathan. Merci beaucoup et terminez bien cette réunion. Bon appétit. Tu as le droit de dire bonsoir papa. Oui, oui. Bonsoir papa aussi qui est présent à cette réunion. Bonsoir fiston. L'importance de la famille aussi hein, pour accompagner et permettre aux pitchouns de pouvoir justement aller dans les clubs. Je pense que le rôle de la famille est très important aussi. Emmanuel, tu veux témoigner par rapport à… Oui. Bon, le cas de Nathan est pas le même que Loïs, parce que Loïs, il a son handicap de naissance, il me semble. Et Nathan, lui, il a eu une maladie génétique à l'âge de 15 ans. Donc, il a un passé de valide, on va dire, où il a pu acquérir toutes ses compétences au niveau du judo et qui, quand même, lui servent actuellement, quoi, avec son handicap visuel maintenant. Et donc, en fait, au début, il y a eu quelques années où, en fait, il n'y avait pas encore mis en place cette détection au niveau fédéral. Et il y a eu quelques années de battement où on ne savait pas trop ce qui existait, etc. Donc, c'est Christophe Cadet, notre CTF, a détecté Nathan et a proposé justement qu'il puisse participer à des stages. Et puis, il y a eu sa première participation au championnat de France en 2017, où il fait deuxième derrière Cyril Jonard. Donc là, c'est à ce moment-là que ça s'est enclenché en fait pour lui. Avant, il y a eu quelques années où il participait aux compétitions valides, quoi, uniquement. Et bon, il continue quand même au niveau valide, mais voilà, donc, et puis l'accompagnement, et ben voilà, jusqu'à ce qu'il soit bien pris en main, je m'en occupais plus directement, quoi. Voilà. Merci Emmanuel. Alors le temps tourne, il y a plusieurs personnes encore dans la conversée qui donnent, notamment la présidente donc, du Judo Club de Saint-Priest qui donne des ressentis en fait à la fois sur l'inclusion, le travailler avec la ville pour mettre en place ces projets. Et puis ensuite, il y avait une question sur l'état des lieux. Notamment au niveau des clubs, en fait, l'état des lieux, des profs, soit qui donnent des cours, soit s'il y a des cours spécifiques, on dit. Peut-être tu veux prendre la parole ? Céline, oui. je vois, je crois que c'est Stéphane. C'est sur ça, cette question. Stéphane Roche, d'accord. Ouais. Oui, c'est ça, ouais, effectivement. Donc, la première question que je me posais, c'est est-ce qu'on a un état de lieu au niveau de la Ligue sur le nombre de pratiquants, que ce soit au niveau handi ou sport adapté,
sur les clubs qui reçoivent du public, sur les profs qui reçoivent du public également. Parce que je pense qu'il y a déjà ça c'est une donnée quand même assez importante, peut-être pour savoir si demain j'ai un prof qui me dit ouais moi je reçois je peux recevoir des jeunes handi, mais j'ai quelques appréhensions, donc vers qui déjà je pourrais le faire se tourner, quoi, quelqu'un qui sera assez proche d'un point de vue géographique. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, tout à l'heure, vous parliez de formation et vous parliez du fait qu'on ait tous les prérogatives pour enseigner le sport à des personnes en situation de handicap. Moi, je suis bien d'accord, mais il faut quand même accepter une idée. Et là-dessus, je comprends tout à fait la réticence des enseignants dans le fait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec des personnes en situation de handicap. Et je pense qu'il y a aussi une crainte de la part des enseignants d'aller rapidement devant les tribunaux, pour parler un peu crûment et clairement, quoi. Donc je pense qu'il y a vraiment un déficit et une appréhension à ce niveau. Et puis ma deuxième réflexion, donc, c'était de peut-être, en amont de tout ça, pour lever les appréhensions, et c'est quelque chose que j'avais dit au webinaire l'autre fois, je pense qu'il y a peut-être une chose qui serait importante de mettre en place et qui devait être mis en place lors des championnats de France universitaires qui devaient se dérouler à Grenoble. C'était effectivement, c'était initié par Philippe Martin, hein, et nous, le comité Isère 38, là, on voulait se greffer sur cette idée, où il y avait un temps une animation où les IME allaient venir d'un côté avec leur éducateur, et de l'autre, on allait faire venir, nous, les enseignants, pour essayer de faire un cours avec ce mélange que les profs de club de judo voient effectivement, un cours de sport adapté. Et puis, il y avait un pot de prévu après pour effectivement faire rencontrer en fait ces deux mondes, quoi. C'est tout simplement ça, en fait. Je pense qu'il y a vraiment des appréhensions, il y a des inquiétudes. Et en plus, on est dans un système qui va rapidement à la procédure. Donc, voilà. Je pense qu'on a besoin de faire lever des appréhensions et en tout cas d'avoir des initiatives concrètes. Je peux répondre, Stéphane. Donc là, on était au niveau du CUF, hein, avec Stéphane Martin, avec Bruno, il y avait Guy, Jaja, Janine. Donc en fait, c'est maintenu, hein, c'est prévu. Hein, donc il y a le 8 avril, il y aura l'Open, hein, donc il y a un Open universitaire qui est prévu. Et le 7, hein, c'est ça, Bruno, je te vois hocher. Le 7, il y aura cette journée avec le 13 avril, non? Le judo. Ouais. Ça risque d'être décalé la semaine d'après. Hein. Ah oui. On attendait, parce que c'est la FFSU qui cale une date et il y avait des problèmes, mais ça va se faire. Ouais. Normalement, c'est prévu en fonction du contexte. Ou la semaine du 8 ou la semaine d'après. On est plus sur la semaine d'après depuis ce matin. Okay, mais à confirmer vendredi dans les réunions. Des actions qui sont prévues. Il y a une action, une espèce de mini-championnat pour tout le monde. Et une action avec les IME la veille, ouais. C'est prévu. C'est quoi que vous appelez un Open universitaire? Bah, ça, c'est pas le sujet, mais c'est pour remplacer un championnat universitaire, c'est d'essayer de faire une activité pour ceux qui sont sur les listes universitaires. Ok. Ok, du coup, par rapport au recensement, effectivement, donc, dans la conversation, il y avait eu un état des lieux qui avait été fait, mais après, Patrick, tu le disais, il y a eu récemment il y a une volonté de recenser. Hein. Toute la difficulté, c'est que, et c'est ce vers quoi on veut essayer de s'améliorer, c'est qu'il faudrait que les gens puissent, de façon volontaire, cocher sur leur licence « Je suis pratiquant Jiu-Jitsu » ou « Je suis pratiquant para-judo ». Et éventuellement, ce qui serait idéal, c'est si la nature du handicap pouvait être déclinée. Sauf qu'en raison de la réglementation
de la RGPD, voilà, il y a un travail juridique à faire pour que les gens puissent le faire. Par ailleurs, vous évoquiez un questionnaire adressé par Olivier en son temps. La difficulté des questionnaires, c'est que n'y répondent que les gens qui veulent bien y répondre. Et en l'occurrence, généralement, ceux qui sont le plus intéressés, donc ceux qu'on a déjà repérés. Donc, voilà, c'est pétri d'ambiguïté. Pour ce qui est des formations, donc à nouveau, hein, j'insiste bien sur le fait que le plus souvent, c'est au moment où on est confronté à une situation que, puis bon, après, il faut remettre tout ça dans le contexte, où les profs sont sursollicités, ont de l'activité dans les sens, et donc par rapport à ça, dans le cadre des offres de formation, s'ils ne sont pas dans la situation que de devoir répondre à leurs préoccupations du moment, ils ne se montrent pas nécessairement intéressés en se disant je vais me former pour le cas où plus tard. Donc celui qui aurait l'idée d'avoir repéré une intervention ou aurait reçu une famille ou tel enfant peut s'y intéresser, mais voilà, ça c'est pas aussi simple que ça. C'est pour cette raison que, à nouveau, quitte à me répéter, résolument, il s'agit de passer par de l'intervention hyper pédagogique, c'est-à-dire avec du public, de façon à ce que ça rende les choses concrètes et que ça permette, pour le coup, d'avancer. Et ça, c'est aujourd'hui, vous le savez bien qu'avec les situations sanitaires, il n'est pas possible d'organiser tout ce qu'on veut, sauf que dans les choses et les pistes vers lesquelles on est en train d'aller, c'est que dans la mesure où les personnes en situation de handicap font l'objet de dérogations, puisque eux peuvent, pour le coup, pratiquer, peut-être que l'opportunité, même d'un point de vue national, serait de bénéficier du malheur du fait que les profs sont coincés et puis n'ont plus d'activité en ce moment, pour proposer, et là on envisage de le faire pour début mai, on a le projet de proposer des séquences de formation avec du public, de façon à pouvoir toucher un plus grand nombre de profs que ceux que l'on peut toucher traditionnellement, à nouveau parce qu'ils sont sursaturés en situation traditionnelle, quoi. Donc voilà les pistes sur lesquelles on est là dans l'actu du moment. Merci Patrick. Alors on a littéralement explosé le temps, et donc c'est ce qui d'un côté est bien, puisque ça prouve l'intérêt par rapport aux discussions, aux échanges. Donc il y a encore Mathieu qui a levé la main. Je vais d'abord donner la parole à Vincent, mais vraiment 30 secondes à tous les deux, et ensuite Christophe Cadet, je te laisserai. La notion de formation a suscité beaucoup d'intérêt, donc Christophe, tu pourras répondre peut-être pour partie à des interrogations. Donc Vincent et Mathieu très rapidement, et ensuite voilà, pour qu'on commence à clôturer ce webinaire. Vincent, tu n'as pas ton micro. Allô? C'est bon. Vous m'entendez là? C'est tout bon. Donc voilà, je suis Vincent, je suis un judoka en situation de handicap, je suis hémiplégique du côté droit. Moi, tout ça, ça me touche dans ce que vous parlez, mais le judo en tant qu'handicapé, moi, je trouve qu'il n'est pas reconnu à mon niveau. Je trouve que mon handicap n'est pas reconnu, et j'aurais aimé essayer de le faire reconnaître, mon sport à mon niveau, pour des personnes comme moi qui a mon handicap. Et tout ça, voilà, j'aimerais savoir comment je pourrais procéder et essayer de faire. Je ne sais pas si vous me comprenez bien dans ce que je voudrais faire. François-Xavier, tu veux… Non, je ne sais pas, je vois que tu as mis un commentaire. Est-ce que du coup… Non, mais ce commentaire, il va dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure sur l'inclusion. C'est qu'à un moment, alors effectivement, le constat, il est assez cinglant pour les personnes avec un handicap physique, puisqu'on propose que des animations. Donc, c'est-à-dire que quel est le positionnement? Est-ce que du coup, c'est un type de public qui n'a pas accès à de la compétition et du coup
un peu ce qui est notre corps, c'est-à-dire de vie, de passion, le combat, quoi. Et moi, ma question, elle était juste du coup de faire parler quelqu'un qui est dans cette situation-là et qui dit justement qu'il n'est pas reconnu et de savoir qu'est-ce qui lui manque pour être reconnu. Moi, je pourrais dire la même chose et je vais me faire porte-parole là, du coup de certains des pratiquants ou parents de pratiquants dans le secteur du sport adapté, mais par exemple sur le secteur des grades pour lesquels on est sur un public où de fait la compréhension, la communication et l'accessibilité aux grades est compliquée. Et aujourd'hui, la réponse, elle répond pas aux enjeux pour ce public avec un handicap qui serait plutôt du coup d'un autre type, mais c'était plus dans ce sens-là que je tournais ma question. Sans avoir de réponse, puisque du coup, c'est bien le seul à savoir ce qui peut lui manquer. C'est ça. Je vois que les mains se lèvent, mais on va vraiment devoir clôturer puisqu'on essaye normalement. Alors, ça va, j'ai de la chance ce soir, vu que Patrick a commencé en doublant son intervention de temps, j'aurais une... voilà. J'avais promis la parole à Mathieu, donc vraiment 30 secondes et après, malheureusement, on va devoir s'en arrêter là. Mais j'imagine que ce premier webinaire sur ce thème ne sera pas le dernier. Et si vous avez toutefois d'autres interrogations, d'autres questionnements, mettez-le dans Converser. Moi, on fera remonter les questions et on essaiera ensuite de vous faire quand même passer les informations. Donc, n'hésitez pas à mettre ceux qui ne pourront pas poser leurs questions tout de suite, de le mettre dans Converser afin qu'on vous y réponde. Mathieu, En 30 secondes, Oui. Écoutez, je pense que ce qui est important, c'est d'identifier voilà, des points d'attache au sein de la Ligue et des points berceaux pour pouvoir transmettre nos connaissances. On voit qu'il y a une multiplicité dans des différents champs de handicap et que chaque particularité demande une expertise. Au point de vue de la surdité, donc nous, on a accueilli Arthur Repiquet. J'espère faire venir mon copain Cyril Marais, qui connaît un peu la langue des signes aussi, bientôt à Saint-Priest. Donc, si la Ligue est intéressée pour avoir de la formation in situ avec un public d'enfants sourds, voilà, je pense que la présidente ne sera pas contre et est bienvenue. Mais encore la notion d'inciter pour pallier à un public, est-ce qu'il ne s'agirait pas ensuite peut-être de plutôt le rendre obligatoire au sein des formations diplômantes? Donc ça, peut-être que ça pourrait ouvrir un petit peu plus le champ des possibles sans que ce soit trop théorique, comme on l'a dit. Merci beaucoup et puis bonne soirée. Merci Mathieu. Et ta présidente est d'accord pour ta proposition. Christophe, je te laisse annoncer ou rappeler. Du coup, ouais, c'est vrai que j'ai bien écouté. Donc, l'objectif, c'était justement à travers ce webinaire de comprendre le fonctionnement de la commission parajudo adapté. Ça, c'était une première chose. De noter un peu les problématiques. Donc, on a vu que sur la formation, il y a des choses à faire. Et puis, sur les deux domaines, donc que ce soit sur le sport adapté, on va essayer. On a commencé à se réunir. On a fait des réunions avec la Ligue Sport Adapté justement pour essayer d'avoir une convention qui puisse justement faire avancer les choses. Et puis la dernière partie, là, c'est que justement, on a prévu de mettre en place une formation pour les enseignants le 3 avril pour essayer de développer un petit peu plus et essayer de pouvoir, malgré le contexte, mettre peut-être un temps d'échange avec, alors on a échangé avec François-Xavier justement dernièrement, mettre un temps d'échange avec des sportifs sport adaptés, voilà, pour justement partager un moment avec eux autour du judo. Donc on essaiera de voir comment ça peut se faire vu le contexte. Et puis je dois voir également, là, j'étais avec Stéphane Mollier, donc il a dû contacter Mathieu pour essayer justement de voir si on peut faire aussi voilà, une partie avec voilà, le handicap sensoriel, voilà, avec comme il intervient dans ce domaine-là, qu'il nous fasse partager son expérience. Ça peut être intéressant. Donc voilà, ça sera ouvert à tous ceux qui sont en formation professionnelle, CQP, BP, et puis tous les enseignants de la Ligue Aura. Donc le 3 avril, de 13h à 16h30, et donc on essaiera de bien partager voilà, l'après-midi en deux pour qu'on puisse pouvoir justement intervenir dans les deux domaines. Voilà ma partie. Merci Christophe.
Donc, avant de passer la parole à Dominique Bernat, la présidente, pour clôturer ce webinaire, Patrick, est-ce que tu souhaites donner un dernier petit mot? Le dernier petit mot, c'est le prénom, point le nom. Vous pouvez donc nous joindre pour poser des questions qui vous viendraient sur le tard. Ou, voilà, il n'y a aucun souci. Donc, quand je dis ça, c'est à la fois pour ce qui me concerne, mais également pour Bruno Mur, Guy Delvin, Céline, enfin les uns et les autres. Le prénom, point le nom, @ffjudo. Et du coup, voilà, on est à votre service pour tenter de répondre aux différentes sollicitations. Merci. Dominique? Oui, merci. Donc, merci à vous tous. Donc, quand je vous entends, voilà, j'ai noté quels moyens pour accueillir, pour inclure. Aujourd'hui, il y a une réelle volonté donc, du national qui est relayée au niveau de la Ligue et relayée au niveau des comités, puisqu'il existe une commission qui a été constituée donc, récemment avec donc, Laurent Pernin, donc, vice-président qui a cette casquette donc, judo santé et Andy. Et l'autre élu, c'est Franck Biron. Donc, avec donc, Christophe Cadet, donc, référent régional sur le sujet, et des référents au sein de chaque comité. Donc, l'idée, c'est vraiment de créer cette dynamique et de se dire qu'est-ce qu'on va faire concrètement pour former, donc formation initiale continue, pour sensibiliser, pour vraiment développer l'activité et proposer aux enseignants donc, des actions qui vont leur permettre demain d'accueillir, de partager des expériences également. Donc, il y a une réelle volonté. Après, ça va être de dire quel va être le plan d'action, les actions qui vont être proposées et comment on va pouvoir mettre en place au sein de la région, au sein des comités, au plus près du terrain pour répondre à voilà, ce besoin, à cette demande et ce besoin d'accompagner, de sensibiliser les enseignants pour qu'ils puissent assumer le job. Alors, pour info, il y a sensibilisation au niveau des CQP-BP sur les formations initiales, puisque samedi, moi, j'étais présente. Il y a donc des intervenants qui présentent, qui sensibilisent, qui interviennent sur ces champs-là. Donc voilà, donc merci à vous, merci de votre présence et on a de belles choses à faire sur ce sujet, donc avec des volontés partagées et une volonté aussi d'être en partenariat avec le sport adapté, le handisport. Donc ensemble, on va avancer sur le sujet. On va continuer à avancer sur le sujet. Merci à vous, très belle soirée. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, belle soirée. Merci. Bonsoir. Bye bye. À très bientôt. Bonsoir à tous. Coucou Françoise.